Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver et de succéder dans la lecture du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc c'est sans plus attendre que je reprends la lecture. En attendant, n'hésitez pas à vous installer confortablement et puis pourquoi pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le fameux hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie et c'est parti. Je l'espère, monsieur Fix. Vous comprenez bien qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit de passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin de fer et d'un chemin de fer dans un paquebot sous prétexte de faire le tour du monde en 80 jours. Non, toute cette gymnastique, ce sera bombé, n'en doutez pas. Et il se porte bien, Mr. Frog demanda Fix du ton le plus naturel. Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs. Je mange comme un ogre qui serait à jeun. C'est l'air de la mer. Et votre maître, je ne le vois jamais sur le pont. Jamais. Il n'est pas curieux. Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce prétendu voyage en 80 jours pourrait bien cacher quelque chose, quelque mission secrète, une mission diplomatique, par exemple. Ma foi, monsieur Fix, je n'en sais rien, je l'avoue, et au fond, je ne donnerais pas une demi-couronne pour le savoir. Depuis cette rencontre, Passepartout et Fix causèrent souvent ensemble. L'inspecteur de police tenait à se lier avec le domestique de Sieur Fogg. Cela pouvait le servir à l'occasion. Il lui offrait donc souvent, au bar-room du Mongolia, quelques verres de whisky ou de pale ale, que le brave garçon acceptait sans cérémonie et rendait même pour ne pas être en reste, trouvant d'ailleurs ce Fix un gentleman bien honnête. Cependant, le paquebot s'avançait rapidement. Le 13, on eut connaissance de Moka, qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées, au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféiers. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre, et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom arabe signifie la porte des larmes. Et le lendemain, 14, il faisait escale à Steamer Point, au nord-est de la rade d'Aden. C'est là qu'il devait se rapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots et de telles distances, de telles productions. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre par 800 000 livres. Donc c'est égal à 20 millions de francs. J'imagine d'anciens francs, je précise. Donc on va dire à 2 millions de nouveaux francs et puis je vous laisse convertir en euros. Hein. Donc il a fallu en effet établir des dépôts en plusieurs ports. Et dans ces mers éloignées, le charbon revient à 80 francs la tonne. Le Mongolia avait encore 1650 000 à faire avant d'atteindre Bombay et il devait rester 4 heures à Steamer Point afin de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Phileas Fogg. Il était prévu d'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à Aden le 15 octobre seulement au matin, y entrait le 14 au soir. C'est un gain de 15 heures. Monsieur Fogg et son domestique descendirent à terre. Le gentleman voulait viser son passeport. Fix le suivit sans être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord reprendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, flâna, suivant sa coutume, au milieu de cette population de Somalis, de Banyans, de Parisis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens composant les 25 000 habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais 2000 ans après les ingénieurs du roi Salomon. Très curieux, se disait Passepartout en revenant à bord. Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. À 6 heures du soir,
Le Mongolia battait des branches de son hélice les eaux de la rade d'Aden et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé 168 heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tenait dans le nord-ouest et les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le navire, mieux appuyé, roula moins. Les passagères, en fraîche toilette, reparurent sur le pont. Les chants et les danses recommencèrent. Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions. Passepartout était enchanté de l'aimable compagnon que le hasard lui avait procuré en la personne de Fix. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on eut connaissance de la côte indienne. 2 heures plus tard, le pilote montait à bord du Mongolia. À l'horizon, un arrière-plan de collines se profilait harmonieusement sur le fond du ciel. Bientôt, les rangs de palmiers qui couvrent la ville se détachèrent vivement. Le paquebot pénétra dans cette rade formée par les îles Salsette, Colaba, Elephanta, Butcher, et à 4h30, il accostait les quais de Bombay. Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay. Or, il y arrivait le 20. C'était donc, depuis son départ de Londres, un gain de 2 jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. Passons maintenant au chapitre 10, où Passepartout est trop heureux d'être quitte en perdant sa chaussure. Voyons voir. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé, dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 milles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur cette certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 milles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouche et terrible, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année, dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipahs, la célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetait au Raja au prix de rente qu'elle payait peu ou moins. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés, civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus. Et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport. À pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange, et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur et se ramifiant sur son parcours, met Bombay 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 milles et des trains animés d'une vitesse moyenne seulement n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad dans le nord de la péninsule. Voici en somme le tracé à grands pans du Great Indian Peninsular Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face du Tana, franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhanpur, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkhund et s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et, redescendant au nord-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta.
C'était à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay, et le train de Calcutta partait à 8h précises. M. Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8h à la gare et de son pas régulier qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir. Ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malabar Hill, ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplait ni les chefs-d'œuvre d'Éléphanta, ni ses mystérieux hypogées cachés au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhérie de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là, il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement, mais en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, c'est du lapin, cela ?»« Oui, my lord, répondit effrontément le drôle, oui, du lapin des jungles. Et ce lapin-là n'est pas miaulé quand on l'a tué ?»« Miaulé ? Oh, my lord, un lapin, je vous jure. » Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement M. Fogg, ne jurez pas et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, my lord ? Et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, M. Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après, M. Fogg, l'agent Fix, avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et couru chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt ? On n'avait rien reçu. Et en effet, le mandat parti après Fogg ne pouvait encore arriver. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucun arbitraire. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin, pendant tout le temps que celui-ci demeurait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et on le sait, c'est aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres qu'il lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de M. Fogg n'était pas absolument sérieux et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, des Persans à bonnets pointus, des Bunyas à turbans ronds, des Sindes à bonnets carrés, des Arméniens en robes longues, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis de Guèbre, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là,
il célébrait une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements dans lesquels figuraient des bayadères vêtus de gazes roses brochés d'or et d'argent qui, au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite d'ailleurs. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du boubi le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigeait vers la gare, quand, passant devant l'admirable pagode de Malabar Hill, il eut la malencontreuse idée de visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de scènes politiques, le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout entrait là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirait à l'intérieur de Malabar Hill ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. 3 prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa 2 de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs robes et s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes. Il eut bientôt distancé le 3e hindou qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, son chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arriva à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre, mais Fix entendit le récit de ses aventures que Passepartout narra avec en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, se dit-il. Un délit commis sur le territoire indien, je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit. Chapitre 11. Où Phileas Fogg achète une montre à un prix fabuleux. Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs, quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un 3e voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de M. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignit ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de 50 ans environ, qui s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Cipayes, eût véritablement mérité la qualification d'indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C'était un homme instruit qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eût été l'homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien.
Il ne voyageait pas. Il décrivait une circonférence. C'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fût frotté les mains, s'il eût été dans sa nature, de faire un mouvement inutile. Eh bien, j'espère que cette lecture vous a plu. Et si vous souhaitez connaître la suite, eh bien, c'est tout simplement dans un instant sur C8. À très vite, je vous souhaite une excellente nuit pour ceux qui nous quittent et une excellente journée pour ceux qui vont travailler.